d'ouverture, M. Yvan Bédard, docteur en géomatique depuis 1986. Il est consultant indépendant, professeur retraité de l'Université Laval, consultant stratégique et scientifique de Intellicube. Depuis le début de sa carrière, il a produit 564 communiqués et conférences dans 27 pays différents. Il nous présente l'évolution de la géomatique, technologie, données, applications 25 ans avant la GMQ, 25 ans pendant et les 25 années à venir. M. Bédard. Merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, félicitations à la GMQ pour ses 25 ans. C'est vraiment fantastique là, de voir tout le chemin qui a été parcouru et surtout l'utilité que la GMQ a eue pour permettre aux gens du milieu municipal d'échanger par rapport à leurs préoccupations, par rapport à leurs problèmes technologiques, organisationnels, sur la façon de vendre leurs projets de géomatique à l'intérieur de leur organisation aussi. Donc, la GMQ a joué un rôle vraiment fantastique depuis 25 ans et je tiens à vous en féliciter et vous en remercier au nom de la communauté géomatique aussi. Merci. J'aimerais savoir dans la salle qui travaillait en géomatique il y a 25 ans. OK, très très peu. Qui travaillait en géomatique il y a 10 ans? Bon, c'est bien. Et ceux que ça fait moins que 10 ans? Ah, il y a une bonne relève. Excellent. Excellent. Alors, ce qu'on va couvrir ensemble aujourd'hui, justement, c'est l'évolution du domaine. J'ai la chance d'œuvrer en géomatique depuis plus de 25 ans. Comme je dis toujours, les plus jeunes, ne vous en faites pas, la jeunesse, c'est le seul défaut qui se passe avec les années. Donc, il y a des choses que vous allez pouvoir constater sur d'où on vient, finalement, pourquoi la géomatique a évolué de cette façon-là. Et, évidemment, on peut regarder différentes orientations que ça peut prendre pour le futur, mais il y a quand même, je dirais, des mouvements plus globaux, plus universels qui se présentent dans notre domaine et qui existent déjà dans tous les domaines de produits de masse et de services de masse. Et vous allez voir que ça va nous toucher à nous aussi. Donc, ça nous permet déjà de mieux voir ce qui vient dans les 25 prochaines années. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler évidemment un peu de technologie, un peu des applications, un peu des données, mais on va parler beaucoup du domaine parce que c'est ça finalement qui va vous orienter le mieux finalement pour planifier ce qui s'en vient et comment notre domaine, notre secteur d'activité évolue. Donc, ça va être par tranche de 25 ans. Avant l'arrivée de la GMQ, qu'est-ce qu'on faisait en géomatique? D'où ça vient? Pendant les 25 dernières années, comment tout ça a évolué? Et puis un petit coup d'œil sur les 25 prochaines années. Et finalement, sur l'évolution d'un domaine qui devrait atteindre une maturité comme dans les autres domaines qui nous ont précédés. Alors, si on regarde ça au tout début, bien, évidemment, c'était très simple. OK? On travaillait avec des produits, un appareil à la fois, qui étaient des appareils optiques mécaniques. On n'avait pas vraiment le choix dans les outils. Par contre, il n'y avait pas de bug. Hein? Il n'y avait pas d'informatique impliquée. Puis, c'était fait par des initiés, pour des initiés. Évidemment, on travaillait entre initiés la plupart du temps. C'était des processus qui étaient longs, qui coûtaient cher. Et souvent, on appliquait les mêmes recettes, les mêmes formules mathématiques, les mêmes procédures de travail, parce que quand on achetait de l'équipement, très souvent, ça pouvait nous durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, les mêmes équipements. Alors, évidemment, aujourd'hui, comme vous savez, ça a changé énormément. Juste quelques petits exemples pour ceux qui ont connu ça, le genre d'appareil avec lequel j'ai eu la chance de travailler quand j'étais étudiant. Une T4 pour faire de la géodésie astronomique pour le positionnement de nos points primaires de réseau géodésique. Okay? C'était ce qu'il y avait de mieux pour déterminer de façon précise notre position sur le globe terrestre. Évidemment, c'était bien avant le réseau de satellites GPS. Et quand ils sont apparus, après ça, les premiers appareils qui nous permettaient de bien mesurer nos angles, on prenait nos notes à la main dans des carnets. Tout ça se faisait, des carnets sur le terrain, ça se faisait manuellement. Et un appareil qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est indispensable, la chaîne, qui nous permet de mesurer nos distances, parce qu'on ne peut pas tout faire nécessairement de façon électronique, et les premiers appareils de mesure de distance électronique.
J'ai travaillé avec ça, le fameux D10. Ça devait peser une trentaine de livres avec une petite strappe de coton sur l'épaule qui nous arrachait l'épaule. Là, tu rentrais dans le bois le matin à 6h30, tu ressortais de là à 9h le soir, tu avais traîné ça avec toi toute la journée. Là, tu voulais faire des mesures de distance précises, mais évidemment, tu tenais le prisme avec une canne, mais qui était quand même assez lourd dans le temps. Et avec les mouches qui étaient après toi, puis ça, il ne fallait pas bouger, et ainsi de suite. Il fallait que tu attendes longtemps avant que la mesure soit prise, soit enregistrée. Donc, c'était une époque très, très différente de l'époque d'aujourd'hui. Et il y avait aussi les stéréorestituteurs, qui étaient des pièces mécaniques optiques de haute précision qu'il fallait calibrer. Et ça, c'est pareil, c'est le type d'appareil avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler dans les cours et aussi au gouvernement du Québec. Donc, c'était quand même des pièces qui coûtaient très cher et qui servaient pendant de nombreuses années. Il y en a probablement aussi qui se souviennent ici du scribing, hein, le tracé sur couche qu'on faisait. Ça, c'est pareil, c'était un art, c'était pas évident à utiliser, il fallait être très, très minutieux. Et sont apparus après ça les premiers traceurs électroniques qui permettaient de faire du scribing, mais avec des équipements qui coûtaient très cher. Et ça aussi, j'ai travaillé avec ça, le système Kongsberg. Et les données qui avaient été saisies manuellement sur le terrain étaient ressaisies à un clavier et étaient stockées sur un ruban de papier perforé. Donc, il ne fallait pas que le ruban coupe, il ne fallait pas perdre notre ruban. Et après ça, mais ça se traçait comme ça tranquillement. Puis c'était déjà une révolution dans le temps. On parle de la fin des années 70, début des années 80. Et après ça, les premiers stéréorestituteurs ont été informatisés. On a incorporé un peu de capacité informatique dans tout ça. Et finalement, c'est devenu des appareils complètement numériques. Alors, on peut faire le parallèle aussi avec d'autres technologies où l'informatique s'est intégrée énormément. Donc, si on regarde ça, là, cette évolution-là, avant la création de GMQ, là, oui, les choses étaient simples, évidemment. Alors, on saisissait nos données manuellement, on utilisait un seul appareil à la fois. Et on avait très peu de choix dans nos outils. Okay? Comme je disais tantôt, ça avançait pas vite, on appliquait souvent les mêmes recettes, et c'était par des initiés. C'est à la fin de cette époque-là que la technologie informatique et électronique a été intégrée à nos appareils. Ça s'est fait tranquillement. Quand on ne se sentait pas bousculé vraiment par la technologie à ce moment-là. C'était difficile, le passage, pour ceux qui avaient appris à tout faire manuellement, là, le passage à l'informatique était difficile pour eux. C'était avec des gros systèmes très lourds, on n'était même pas avec les PC encore. Là. Et c'était malgré tout un mouvement qui était irréversible. Mais quand on voyait arriver ça, là déjà les gens pensaient à un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis le défi initial, qui était de maîtriser un appareil, un outil, du début à la fin, sortir nos données. Là, tout d'un coup, on voyait le potentiel de récupérer ces données-là et les faire réutiliser par un autre appareil quand on était en mode numérique. Là, il y avait des problèmes de format, puis façon de stocker des données, d'écrire nos objets, tout ça. Donc, il y avait un potentiel qui était latent, mais que les gens voyaient. Et c'est justement là qu'est née cette vision de la géomatique. Déjà, le terme lui-même était apparu auparavant. Okay? Il y avait une commission de géomatique à la fin des années 60 en France et du gouvernement français. On a même parlé à ce moment-là, Bernard Dubuisson, dans son livre en photogrammétrie, je crois que c'est en 72, parlait de photogéomatique. Mais ça restait là parce que à ce moment-là, quand on parlait de géomatique, on parlait uniquement de cartographie numérique. Et c'était plus facile de parler de cartographie numérique, les gens comprenaient mieux. Il n'y avait pas cette vision intégrée, intégrative, systémique là, de ce qui est devenu la géomatique. C'est vraiment au Québec que des gens ont eu cette pensée-là. Principalement Michel Paradis, qui travaillait dans le temps au ministère des Ressources naturelles du Québec, qui était pantogéomètre et photogrammètre, qui travaillait à la Société de cartographie pendant longtemps, qui ont pensé justement à cette vision-là et qui a cherché un terme pour la représenter. Et là, il est arrivé avec le terme géomatique. Géo, terre, matique, contraction d'informatique.
traitement automatique de l'information. Donc, traitement automatique de l'information sur la Terre, mais en pensant aux étapes d'acquisition et de diffusion, évidemment. Donc, c'est devenu quelque chose dont on parlait de plus en plus, et ça a été présenté formellement pour la première fois en 1981 dans un article qui s'appelait « De l'arpentage à la géomatique ». Et c'est vraiment cette vision-là qui a par la suite été adoptée au niveau international. C'est à partir de cette époque-là que la géomatique, que cette vision différente du marché traditionnel a évolué. Et c'est ça qui était intéressant. Le défi, dans le fond, c'était d'évoluer en termes d'informatisation, qui est notre axe vertical ici, et d'intégration de nos sources de données pour avoir un flux de production de données qui est le plus fluide possible. Donc, d'évoluer d'une culture et d'une pratique de travail en silo vers quelque chose qui est plus fluide, qui permettait d'aller d'un type d'appareil à l'autre beaucoup mieux qu'auparavant. Donc, le défi, c'était d'évoluer de la maîtrise d'outils mécaniques optiques et de leurs méthodes, évidemment, vers leur informatisation, donc informatiser la photogrammétrie, informatiser les logiciels, les processus, les calculs d'arpentage, informatiser nos calculs de géodésie, et ainsi de suite, jusqu'à, ultimement, la maîtrise d'une chaîne numérique la plus fluide possible de différents outils et de différentes méthodes de calcul, de traitement et d'analyse de nos données. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'était ça la vision. Vous voyez tout de suite le passage d'une façon, je dirais, plus archaïque, mais propre à cette époque-là, de travailler, vers une vision beaucoup plus intégrée. Et ça, c'est en grande partie grâce au système d'information géographique que ça a pu se matérialiser, parce que c'était l'outil idéal pour intégrer les données de ces différentes sources-là, intégrer la cartographie avec les bases de données pour être capable de faire nos différentes applications. Donc, quelque chose qui, pour nous, aujourd'hui, est évident, mais qui, à l'époque, n'était pas évident du tout. C'était en train de se faire. Et si on regarde pendant toute cette époque-là, pendant les 25 années, avant la GMQ, je dirais qu'il y a eu 3 documents qui ont influencé beaucoup le milieu municipal. Premièrement, il y a eu le document publié par le ministère des Affaires municipales en 1984 sur les systèmes d'information urbaine à référence spatiale, que j'avais rédigé, qui était un extrait de mon mémoire de maîtrise, et qui avait été publié à 5000 exemplaires par le ministère, qui ont trouvé preneur très, très rapidement. Ensuite, le guide de la géomatique, qui avait été fait par l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec, qui était dédié spécifiquement aux municipalités et au MRC. On parle de 1990. J'étais un des co-auteurs aussi de ce document-là. Et évidemment, les lettres patentes de l'OGMQ, la création de votre association, qui, comme je disais tout à l'heure, a eu un impact fantastique pour dynamiser l'évolution de la géomatique dans le milieu municipal. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est produit? Comment le domaine a-t-il évolué? Mais il y a énormément de choses qui s'est passé. Dans un premier temps, là, si on parle de la première décennie, là, les années 90 jusqu'au début des années 2000, ce qui s'est passé surtout, dans un premier temps, la migration des logiciels, des gros systèmes, des workstations qui coûtent extrêmement cher avec des systèmes fermés et des logiciels fermés, vers les PC. L'amélioration aussi des appareils de saisie. L'électronique, l'informatique s'est améliorée énormément pendant cette période-là. Donc, nos appareils se sont améliorés beaucoup, se sont miniaturisés au niveau des levées terrain, au niveau des levées aéroportées, au niveau de l'imagerie satellitaire aussi. Et on a réussi à construire vraiment des meilleurs flux de données avec les systèmes d'information géographique pour ces types d'appareils-là. Et vraiment, là, le passage de l'analogique des documents papier vers le numérique, ça s'est vraiment accéléré pendant cette période-là. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi justement dans la numérisation des données existantes. Il y a eu aussi à cette époque-là l'apparition du Web, qui a changé énormément notre environnement informatique. Ça a favorisé l'échange de données, donc il y a eu un très fort accroissement d'échange de données. Il y a eu l'émergence des normes, qu'on pense aux normes de l'ISO, aux normes de l'OGC, qui
qui ont commencé à peu près en 93 et 94 respectivement. C'était aussi l'époque où on commençait à parler d'interopérabilité entre les systèmes. Et c'est aussi l'époque, plus vers 96, 97, 98, là, où on a commencé à développer des infrastructures de données géospatiales dans quelques pays qui avaient un certain leadership, dont le Canada. C'est aussi l'époque où sont arrivés les gros joueurs des compagnies de gestion de bases de données. Alors, il y a un module Oracle spatial, pour ceux qui se souviennent de ça. Informix avait aussi son module de gestion de données spatiales. Et ça a joué un rôle majeur dans l'évolution de notre domaine. Il y a eu l'apparition aussi des premiers services de cartographie en ligne et l'arrivée aussi des premiers grands volumes de données en termes d'imagerie, particulièrement imagerie satellitaire, gestion des photographies aériennes numériques, qui est encore souvent prise de façon analogique et ensuite scannée plutôt que d'être prise directement en numérique, avec des caméras numériques. Évidemment, tout ça, comme vous pouvez vous en douter, quand on pense à la vision de la géomatique, ça avait un impact majeur sur l'organisation des tâches et des responsabilités dans les organisations. Ce qui, dans certains cas, conduisait à des conflits, mais très souvent aussi qui conduisait à des économies d'échelle et à une efficacité accrue en termes de production et de gestion des données. Et c'est encore un défi qu'on retrouve aujourd'hui même. C'était mentionné tout à l'heure d'avoir les collègues d'autres professionnels qui connaissent mieux nos produits pour pouvoir les intégrer davantage dans leurs tâches quotidiennes. Mais c'est un problème qui a toujours existé, qui est moins pire aujourd'hui, mais qui c'est encore un défi à relever. Je me souviens dans une municipalité où j'avais fait un projet, qu'on avait le département qui s'occupait de la géomatique, qui produisait ces données numériques, mais les gens qui travaillaient du côté du génie, eux, ce qu'ils voyaient sortir de chez eux, c'était des plans papier, fait qu'ils leur produisaient un listing papier de leurs coordonnées, de leurs cartes, et les gens en génie ne savaient pas que les gens de géomatique travaillaient avec des systèmes GIS. Donc, eux ressaisissaient dans leur système informatique manuellement les données qui avaient été imprimées sur le listing. Juste donner une idée des fois qu'on ne sait pas trop ce que la porte d'à côté fait. Donc, ça fait partie de notre responsabilité de faire connaître le plus possible ce qu'on peut fournir comme document. Donc, les défis, c'était vraiment de concevoir des nouveaux flux de travail qui transcendaient justement ces silos technologiques-là du passé. Et on a vu justement pendant cette période-là la création de plusieurs groupes, plusieurs associations pour échanger en termes de leur expertise, en termes de leur connaissance, beaucoup autour des technologies, mais aussi sur la façon de présenter leur projet à l'interne, de tirer profit de ce qu'ils pouvaient faire, pour en profiter au maximum pour réduire nos coûts, être plus efficaces et ainsi de suite. Puis, il est arrivé vraiment une révolution. Je vous mets ici un extrait d'un rapport tout à fait récent du gouvernement du Canada que je vous invite à lire sur l'analyse de la conjoncture du secteur canadien de la géomatique et aussi une étude sur sa valeur économique. Et cet extrait dit qu'entre le début et le milieu des années 2000, une conjonction de forces perturbatrices a transformé un marché de géomatique relativement spécialisé en un marché plus généralisé de localisation, ouvert à une nouvelle communauté d'utilisateurs ayant peu ou pas de connaissances particulières de la géomatique. Parmi ces forces, il y a la miniaturisation des récepteurs GPS et leur intégration à l'informatique mobile et aux véhicules. On a tout ça dans ça. Et il y a aussi l'arrivée des services de cartographie en ligne gratuits, comme Google Maps, Microsoft Bing, MapQuest à l'époque et tout ça. Donc, ça a eu un impact majeur sur l'évolution de notre domaine. En réalité, on a eu vraiment dans cette époque-là un tsunami d'appareils géolocalisés en temps réel qui est apparu. Nos téléphones intelligents, les appareils photo avec les GPS intégrés, des jeux de réalité augmentée, les drones professionnels, même les chaises roulantes avec des systèmes de positionnement GPS et des systèmes d'urgence là-dessus, nos avions, nos tablettes ont également un GPS intégré, les bateaux, les drones personnels maintenant. Des colliers de chiens, il y a une compagnie à Chicago qui font beaucoup d'argent de simplement avoir des colliers de chiens avec GPS intégré puis émetteur. Fait que si tu perds ton chien, tu peux le retrouver plus facilement. Les véhicules, évidemment, les réseaux de capteurs aussi de toutes sortes.
qui nous permettent de monitorer, de suivre l'évolution, soit du trafic ou de la déformation d'un barrage ou ces choses-là. On a eu aussi un tsunami de grands volumes de données qui en ont résulté. Des données localisées, évidemment, mais de type très, très, très varié et qui changent très rapidement dans le temps, qui se mettent à jour en temps réel. Donc, ça nous crée des gros volumes de données, que ce soit pour créer des globes virtuels sur lesquels on se positionne en temps réel. Il y a l'imagerie à haute résolution spatiale et temporelle, les logs de vos activités sur le web, où est-ce que les Google, les Microsoft et Apple de ce monde utilisent votre adresse IP pour savoir où vous êtes. Puis si vous êtes avec votre téléphone, il y a une position encore plus précise. Les logs d'activité sur les réseaux sociaux, les Facebook de ce monde, c'est la même chose. Les images de caméras de surveillance, les data mashup, les systèmes de transport intelligents, les réseaux de capteurs et ainsi de suite. Donc, ça nous produit énormément de données. Et ça, là, c'est vraiment réparti partout. Tout le monde a entendu parler de Big Data. Les grandes tendances actuelles de la société qui utilisent la donnée géospatiale, qui construisent sur la donnée géospatiale, souvent même sans connaître le domaine de la géomatique, simplement ça vient avec leur appareil qu'ils utilisent, tout est intégré. Alors, il y a toutes sortes d'applications sur nos téléphones intelligents qui se développent, qui utilisent la position. Il y a l'Internet des objets, il y a les projets de mégadonnées géospatiales, évidemment, les intégrations de données de toutes sortes, le data mashup sur le web, l'utilisation de l'interopérabilité pour y arriver, les concepts de ville intelligente, de géomatique décisionnelle, de données ouvertes, de réseaux sociaux, de web sémantique, tout ce qui est d'utilisation du cloud computing, la même chose, et le crowdsourcing, donc les données citoyennes. C'est des choses, c'est des grandes tendances de notre société qui utilisent partout la donnée géospatiale. Donc, si on regarde l'évolution de la géomatique, au tout début, on était vraiment on voit que, dans le fond, nos appareils sont de plus en plus miniaturisés, de plus en plus petits, de plus en plus légers. La précision a augmenté beaucoup et c'est imbriqué dans d'autres produits. Souvent, les gens utilisent ce qu'on fait sans le savoir. Même la plupart du temps, c'est le cas. Okay? C'est comme lorsque vous utilisez une automobile, vous n'avez aucune idée de ce que l'ingénieur en mécanique a fait. Okay? On est un domaine de faire valoir. On est des aidants. On n'est pas ceux qui sont à l'avant-plan pour produire un produit final. On n'est pas une fin en soi. On est un moyen pour aider d'autres personnes à accomplir leurs tâches face aux utilisateurs. Donc, on travaille un peu en arrière-plan, comme les informaticiens, comme les mathématiciens, comme les physiciens, et ainsi de suite. Les applications sont de plus en plus portables, donc la portabilité a augmenté, souvent même sur nos téléphones intelligents. Nos applications sont de plus en plus spécialisées, très, très pointues. Par exemple, une application sur mon téléphone juste pour localiser les Canadiens Tire ou les Tim Hortons. Et une plus grande ouverture aussi de ces applications-là. Donc, on peut plus facilement réutiliser du code qui est développé pour l'imbriquer dans d'autres applications qu'on veut développer. Et les données géospatiales, elles, ont évolué en termes de granularité. Les données qui sont disponibles aujourd'hui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus précises que ce qui était le cas il y a 10 ou 15 ans. La traçabilité des données, par contre, a baissé beaucoup. C'est de plus en plus difficile à connaître la source originale d'une donnée. Okay? Par contre, nos données sont de plus en plus en 4D, donc avec la troisième dimension et aussi le temporel intégré. Et on a de plus en plus de données ouvertes, disponibles, peut-être pas plus facilement, mais quand même qu'on peut aller chercher. Et tout ça, une grande tendance générale par rapport aux technologies, aux applications et aux données, les coûts ont diminué énormément. Beaucoup, beaucoup. Le nombre de joueurs a augmenté d'une façon incroyable. La quantité de technologies, d'applications et de données a explosé. La diversité a augmenté aussi de façon incroyable. C'est de plus en plus facile à utiliser. L'Internet est présent partout maintenant, ça a augmenté beaucoup. Et on a une grande augmentation des applications individuelles, personnelles, justement à cause principalement de notre téléphone intelligent. Donc, dans le fond, dans les dernières 25 années, c'est l'accessibilité de la géomatique qui s'est faite, qui a augmenté d'une façon incroyable et qui est aujourd'hui dans les poches d'un peu tout le monde sans que les gens le sachent. Justement, il y a un rapport de l'ONU que je vous invite aussi à consulter qui est extrêmement intéressant.
qui dit que le nombre d'acteurs qui ont été impliqués dans la production, la gestion et la provision d'informations géospatiales a augmenté d'une façon significative dans les 10 dernières années. Et cette prolifération-là va continuer et même devrait aller jusqu'à s'accélérer dans les 5 à 10 prochaines années. Ça vous donne une idée là, vers où on s'en va tranquillement. Dans un rapport qu'on avait fait chez Intellicube pour le gouvernement fédéral sur l'implication justement du Big Data sur le secteur de la géomatique, on dit qu'il y a des millions d'objets actuellement qui sont en train de devenir des objets intelligents, entre guillemets. Il y a des millions de personnes qui deviennent des producteurs de données, souvent même à leur insu. Les villes sont en train de devenir des villes intelligentes et ainsi de suite. Si on regarde tout ce mouvement-là, on est vraiment dans le début d'une ère centrée sur la donnée. Il y a eu les ordinateurs qui ont eu leurs heures de gloire pendant à peu près 20 à 30 ans. Après ça, c'est le logiciel qui a eu ses heures de gloire, qui attirait vraiment, qui était le focus de notre attention pour la recherche et le développement, pendant aussi à peu près 20 à 30 ans. Mais il y a un genre de consensus global dans la communauté scientifique qui dit que là, on est vraiment en train d'entrer dans l'ère des données. Et c'est ça, il y a plusieurs personnes qui partagent cette vision-là. Fait que si on regarde de ce point de vue-là, d'après moi, on est entré dans cette ère de données-là. Si on regarde l'évolution que je viens de vous mentionner, ben, au tout début, c'était l'ère de l'ordinateur. Ensuite, on a eu l'ère du logiciel. Et là, vraiment, on arrive à l'ère de la donnée. On est dedans actuellement. Si on pense à toute la production de données que l'on fait. Et la majorité de ces données-là sont géoréférencées. On va revenir tout à l'heure à ces courbes-là, voir l'impact que ça a sur notre domaine. Donc, quand on pense à tout ça, oui, on a fait du chemin énormément dans les 50 dernières années. Mais là, on doit faire face à de nouveaux défis. À cause, justement, qu'on est entré dans l'ère des données. Tu sais, à chacun sa donnée localisée, à chaque objet ses données localisées, sont produites par tout le monde, utilisées par tout le monde, c'est omniprésent dans la société. Et ça s'ajoute aux missions traditionnelles de certains organismes de fournir des données que le public ne peut pas produire. Qu'on pense au cadastre, aux données topographiques, aux données hydrographiques, et ainsi de suite, qui sont produites par des agences gouvernementales suite à un mandat donné par la société. Et qui sont les fournisseurs officiels, parfois même légaux, de cette information-là. Ça continue, ça. Donc, le nouveau marché ne remplace pas l'ancien. Il s'ajoute à. Mais je peux vous dire qu'en termes de dollars, ça devient beaucoup plus important que notre marché traditionnel. Donc, c'est tout le secteur de la géomatique qui est chamboulé par ça, mais c'est un changement qui est, moi, je trouve extrêmement stimulant et extrême, vraiment le fun. Donc, notre environnement devient observé en surabondance, en temps réel et avec précision. Alors, encore un extrait du rapport du gouvernement du Canada que je vous invite à lire. On dit que la géomatique n'est encore qu'au premier stade de la réalisation de son plein potentiel. La prochaine décennie s'annonce aussi stimulante que les débuts de cette ère. Puis on dit un petit peu plus loin dans le rapport qu'il y a un glissement de la demande du marché depuis la production d'informations fondamentales vers des produits et des services à valeur ajoutée. On rejoint ce que tu mentionnais tout à l'heure dans le fond. Avec ça, on va réussir à beaucoup mieux percer le marché de nos collègues avec qui on travaille dans les villes que notre façon peut-être plus traditionnelle de les accrocher. Les choses simples, disponibles, à la portée de leurs mains. Alors, donc, vers des produits et des services à valeur ajoutée, en particulier vers de l'information géospatiale accessible sur les applications destinées à la consommation de masse. Dans ce rapport-là, on a une figure qui indique très bien ce qu'ils appellent le nouveau profil de la géomatique, dans lequel, finalement, on met l'emphase beaucoup sur ce qui a augmenté énormément, la production d'informations à valeur ajoutée et la géomatique pour les marchés de masse et les services basés sur la localisation. Alors, cette partie-là, qui est plus récente dans l'histoire de la géomatique, est déjà celle qui génère le plus de revenus. Mais, quand on entre dans l'ère des données, c'est pas sans conséquence. Okay? Juste l'exemple dans protection de la vie privée. 2 extraits ici du journaux parmi plusieurs. Là. On parle ici de tout simplement de suivre les patterns des gens qui se promènent dans le métro de Montréal. On peut finir par reconnaître qui, même si on n'a pas le nom de la personne, parce qu'on fait à peu près toujours les mêmes déplacements.
Et il y a une étude qui a démontré que dans 95% des cas, uniquement à étudier le déplacement des personnes, on finit par connaître cette personne-là sans avoir son nom dans les données. Fait que, tu sais, souvent dans les bases de données traditionnelles, on dit on va dénominaliser notre base de données, regardez la confidentialité. Si vous avez des coordonnées géographiques, même valeur, mais vous êtes capable de renominaliser vos données. Donc, la confidentialité est beaucoup plus difficile à protéger avec des données géospatiales. Un petit point supplémentaire à développer pour nous. Celui-ci est plutôt anecdotique, mais il est quand même drôle. Avec Google Maps, quand ils se promenaient avec leur caméra pour Street View, qui avait pris entre autres une femme qui était nue et que ça s'est ramassé sur le web, évidemment. Alors ça, c'est le genre d'histoire qui font les journaux assez rapidement. Il y a eu la malheureuse saga d'Apple avec son application Maps quand ils ont sorti iOS 6, qui a eu des problèmes un peu partout dans le monde. Et là, c'était les agents de police même qui le disaient un peu partout que c'était life-threatening. La police qui était concernée par ça, qui s'était déclarée comme étant dangereux comme produit. Puis il y a une décision encore aux États-Unis qui remonte aux années 80, mais qui disait qu'une carte, c'est un produit dangereux. Tout dépendant pourquoi elle a été produite et par qui elle est utilisée et comment. Okay? Et ça, des problèmes, là, on pourrait vous en sortir des centaines et des centaines comme ça. Il y en a énormément. Des fois, c'est juste des dommages matériels qui en résultent. Des fois, c'est des batailles entre deux voisins, parce que combiner des données du cadastre avec des données photoréennes d'une autre source, ils ont mis ça ensemble et ils ont trouvé que le voisin avait construit sa clôture chez eux. Ça se donne une tape sur la gueule, ça se ramasse à l'hôpital, puis après ça va avec une poursuite. Démolir la maison d'à côté à cause des erreurs de coordonnées GPS, et des cas moins drôles où les gens, personne qui est décédée là, en suivant les instructions d'une carte de ski, puis ça c'était dans le parc de Banff, qui se sont perdus, il y a une des deux personnes qui est morte gelée, l'autre s'est fait amputer une jambe. Un avion qui s'est écrasé parce que la carte de la piste d'atterrissage était erronée. Ou des données de dégagement mal rentrées avec des mauvaises valeurs sur un système de routing et tout ça. Je veux dire, des exemples comme ça, là, il y en a plein. Justement, le rapport de l'ONU dont je vous parlais tout à l'heure, il disait que la protection du consommateur et les lois de mise en marché et les différentes politiques reliées à ça, ils n'auront pas le choix, ils doivent évoluer pour protéger le citoyen qui va utiliser ça. Parce qu'on est rendu avec un produit de masse, avec des services de masse, mais il faut agir de façon responsable pour protéger ces gens-là, parce que nous, on connaît, eux ne connaissent pas, donc il faut les aider. Comme dans n'importe quel domaine, n'importe quel produit de consommation. La question de responsabilité relative à la qualité et la précision des données, ça va devenir un sujet de plus en plus important dans la période qui s'en vient. Et c'est un sujet que les fournisseurs de services et de données vont devoir se préoccuper. C'est normal, hein? Dans tous les produits de consommation, ça évolue comme ça aussi. Pensez-en un petit peu, toutes les fois qu'on utilise des données mobiles, qu'est-ce qui vous dit que la personne qui s'est déplacée avec le téléphone, qui s'est enregistrée, que c'est vraiment la même personne? Je peux très bien passer mon téléphone à ma fille quand elle part à quelque part. Les données collaboratives, c'est la même chose. Quand la source est inconnue, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on peut vérifier? Les données ouvertes, si la qualité n'est pas documentée, on fait quoi avec ça? Les data mashup, quand la traçabilité est rendue impossible, on ne sait pas d'où viennent les données là-dedans. Est-ce qu'on peut vraiment se fier? Le big data, le gros problème qu'ils ont, c'est l'analyse des données. Une analyse significative. Ça devient de plus en plus risqué parce qu'on met à peu près beaucoup de choses ensemble, des fois, qu'on ne peut pas mettre ensemble aussi facilement. L'interopérabilité sémantique, quand on ne prend pas en compte la définition de la géométrie. Tu sais, la définition d'un polygone de maison de la municipalité A, et la définition d'un polygone de maison de la municipalité B, c'est peut-être pas le même. Et peut-être que dans la même municipalité, il y en a qui ont été mesurés par photogrammétrie, puis d'autres qui ont été relevés sur le terrain. Il y en a qui c'est la toiture, puis il y en a qui c'est la fondation. Si tu n'as pas de métadonnée pour indiquer ça, puis tu te sors de ça pour faire des calculs statistiques, nombre d'habitants par superficie de plancher habitable, tu arrives avec des réponses qui sont biaisées. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est important. Les métadonnées deviennent plus importants que les données. D'ailleurs, les systèmes d'espionnage, comme la NSA et compagnie, travaillent beaucoup plus avec les métadonnées qu'avec les données, parce que ça parle plus. OK? Dans ce même rapport-là de l'ONU, on dit que la propriété des données, le droit d'auteur et ce qui va avec souvent, la responsabilité. Parce que c'est pas parce que c'est gratuit qu'on les donne qu'on vient de s'enlever la responsabilité de ce qu'on fournit. Donc, ça va être de plus en plus un défi important aussi. Et l'augmentation du volume de données, du nombre d'acteurs dans la création des données et l'interconnectivité d'un peu tous ces joueurs-là
ça va poser de plus en plus un défi majeur pour savoir qui possède quoi, qui est responsable de quoi, et comment on établit notre chaîne. Est-ce qu'on fait une intégration de données qui viennent de différentes sources, ou si à un moment donné on fait une fusion et on en prend la responsabilité à partir de deux, tout ça. C'est des choses qui ne sont pas encore développées du point de vue légal, mais ça s'en vient. Ce ne sont pas sans conséquence, nos données, effectivement. Juste la semaine dernière, dans le journal, Bell a été accusé, est obligé de payer 1,25 million de dollars parce qu'il a encouragé du monde à aller mettre des fausses informations sur le web pour l'évaluation de certaines de ces applications de téléphone intelligent ou sur le web. Donc, de plus en plus, on surveille ça. Et on dit dans ça qu'une fois sur trois, les données qu'on rencontre dans les évaluations de services et de produits et d'applications, c'est des choses qui sont erronées. C'est du mensonge. Donc, dans le fond, de plus en plus, avec l'ère des données, on rentre aussi dans l'ère où un peu tout le monde dit n'importe quoi. Comme lorsqu'on placote entre nous autres, sans parler de données géospatiales. Des fois, on va parler en étant plus ou moins informé, puis des fois, sans le vouloir, c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est juste que notre connaissance est limitée sur un sujet, puis on va dire des choses qui sont fausses. Donc, on est vraiment face, quand on utilise les données souvent, les nouvelles données qui viennent d'un peu partout, qui sont moins documentées, pas de métadonnées, tout ça, dans un jeu de vérité-mensonge. Évidemment, la qualité parfaite n'existe pas. L'absence de risque, ça n'existe pas non plus. Il y a toujours du risque, mais on peut le réduire jusqu'à un certain niveau, mais on peut rarement l'éliminer. Dans le fond, là, on a à faire des choix stratégiques dans nos organisations entre augmenter la qualité ou prendre plus de risques. Et là, on peut gérer les risques. Il y a des techniques de gestion du risque, il y a des normes ISO qui existent là-dessus. Il y a du travail extrêmement intéressant qui peut se faire, surtout sur le principe, un principe qui est socialement responsable, qu'on retrouve dans les autres domaines de produits de masse, c'est d'avoir des étiquettes qui expliquent notre produit, quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Quoi faire? À quoi on doit faire attention? Je veux dire, vous allez sur votre lavabo, dans votre cuisine, puis vous prenez un produit de nettoyage, puis c'est indiqué de ne pas laisser ça aux enfants, puis quoi faire dans le cas où vous en avalez, tout ça. Donc, à quoi c'est dédié? Donc, c'est ce genre de choses-là. Produit de masse, la maturité d'un produit, c'est ça. La maturité d'un domaine, c'est ça. On va en arriver à ça. C'est quand la technologie et tout ça n'est plus le problème, mais que ça devient la façon de l'intégrer dans la société pour minimiser les dégâts potentiels aux utilisateurs, là, on a atteint notre maturité. Donc, si on regarde ça, là, je dis qu'on va évoluer vers une géométrie socialement responsable. Le nombre d'utilisateurs augmente de façon vraiment exponentielle. Tout le monde utilise les données géospatiales. Évidemment, avec ça, le nombre d'incidents, comme j'ai montré tantôt, d'accidents, de poursuites judiciaires, de règlements, de lois, ça va augmenter. Et la même chose pour le nombre de la quantité de services à des professionnels pour éviter ces problèmes-là ou pour les résoudre une fois qu'ils ont lieu, ou même pour agir comme expert en cours. Donc, si je reviens à ma figure tout à l'heure de l'évolution de la géomatique, on s'en va vers une géomatique socialement responsable. Mais regardez, à l'époque où l'ère de l'ordinateur commençait à être supplantée par l'ère du logiciel, ça correspond à peu près à la période où le paradigme de la géomatique est apparu. OK, à ce moment-là, c'est encore fait par des spécialistes, pour des spécialistes, mais notre focus est passé de la maîtrise d'équipements complexes en silo vers le développement de logiciels sophistiqués et la construction de flux efficaces de données entre les systèmes. Et quand l'ère du logiciel était à son maximum, c'est vraiment à l'époque où on parle de démocratisation de la géomatique, parce que ça devenait accessible à un plus grand nombre de personnes. Et là, on arrive à peu près à la croisée des chemins, où l'ère de la donnée a pris plus d'importance que l'ère du logiciel, et c'est là que notre focus évolue. Des technologies, des applications et des flux de données sophistiqués vers l'innovation pour des nouvelles applications responsables, vers la sélection, le nettoyage et l'intégration des données existantes et nouvelles, mais une intégration intelligente, responsable, et tout ce qui touche à l'évaluation de la qualité, le conseil aux utilisateurs, la protection de la vie privée, assurer l'interopérabilité légale, ça c'est un terme technique, si jamais vous avez des questions là-dessus, on pourra en parler, c'est intéressant, la certification, des applications, des fournisseurs, des utilisateurs, les garanties sur les produits, sur les services, ça aussi c'est des choses qui commencent à se développer, qui commencent à exister dans différents pays. Les analyses de risques de mauvais usages potentiels en fonction des catégories d'utilisateurs, des stratégies de gestion du risque face à tout ça.
faire des audits pour des processus complets et ainsi de suite. C'est le genre de spécialité ou d'expertise supplémentaire là, qui est en train de se développer, le genre de service qui se développe à différents endroits. Donc, encore une fois, je regarde le rapport de l'ONU qui nous dit que de fournir des cadres de référence avec des données fiables, autoritatives, c'est-à-dire qui ont une valeur légale, une valeur reconnue, comme je dirais les données cadastrales à titre d'exemple, et de maintenir cette information et qui sont maintenues à jour. Ça, là, c'est extrêmement important pour assurer que les utilisateurs ont accès à des données fiables et des données dans lesquelles ils ont confiance quand ils les utilisent. Ça demeure quelque chose de majeur. Ça ne veut pas dire que toutes les données doivent être comme ça, mais ça nous en prend comme ça, on doit continuer à les produire. Donc, dans le fond, la géomatique évolue de la maîtrise d'une chaîne numérique fluide d'outils et de méthodes vers, en y ajoutant des contributions aux applications à valeur ajoutée pour une société branchée, géolocalisée. Monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et aussi dans la maîtrise de la qualification et de la certification des données intégrées en fonction des besoins, des risques et des responsabilités de chacun. L'utilisateur a aussi ses responsabilités, le fournisseur, le distributeur et le producteur de données. Tout le monde a une part de responsabilité là-dedans, comme dans n'importe quel produit de consommation. Donc, on est passé d'une spécialité à rajouter maintenant des produits et des services de masse et à une meilleure, le terme technique, gouvernance des données et tout ce que ça implique. Et c'est avec ça qu'on arrive à une géomatique responsable socialement. Donc, notre défi était d'évoluer, si je reprends mon graphique de tantôt, souvenez-vous, de la maîtrise d'outils mécaniques optiques et de leurs méthodes vers leur informatisation, vers la maîtrise d'une chaîne numérique fluide d'outils et de méthodes. Tout ça va évoluer avec l'ère des données vers une maturité sociale qu'on retrouve, parce qu'on retrouve nos données partout, elles sont faciles à utiliser et on doit protéger les utilisateurs qui n'ont pas les mêmes connaissances que nous. Ça fait partie de notre mandat de professionnel. Si on regarde nos codes d'éthique dans nos différents autres professionnels, ça en fait partie. Donc, en conclusion, si on regarde tout ça, là, vous voyez le chemin qu'on a parcouru et le chemin qui nous reste à parcourir pour être responsable. Et ça touche tous les aspects de technologie et de données et d'applications qu'on développe. C'est au-dessus de tout ça. C'est qu'on est entré dans l'ère de la donnée. C'est excitant, c'est fantastique ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est vraiment passionnant. Mais nos produits, nos services, on les retrouve partout dans la société, donc c'est tout le monde qui les utilise. Et notre responsabilité professionnelle, elle est accrue à cause de ça. Même si ce n'est pas nous directement qui le fournissons à l'autre, on fournit quand même de données à quelqu'un qui lui les fournit à l'autre dans son service. Donc on doit, nous, bien informer cette organisation-là qui, elle, le redistribue, qui développe les applications. Si c'est nous qui le fournissons directement, on doit informer comme il faut les utilisateurs. Il existe toutes sortes de façons de faire. En particulier, il y a des normes ISO qui existent sur ça. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en recherche qui commencent à sortir dans la communauté géomatique au niveau international. Donc, conséquemment, le paradigme de la géomatique, il est en train de s'enrichir, il est en extension. On parle d'une science des technologies d'information géospatiale, incluant les technologies les plus récentes, les méthodes les plus récentes, mais on devient des spécialistes de la donnée géospatiale et de sa gouvernance. Donc, tout l'aspect qualité, responsabilité envers les utilisateurs qui n'ont pas de formation spécialisée. C'est lorsque la géomatique va être pleinement socialement responsable que notre domaine va vraiment être mature, puis d'après moi, ça va prendre encore à peu près ça 20-25 ans. Sur ce, je vous remercie. Allô? Oui, merci, Sébastien Roy de Lévis. Effectivement, ce matin, on avait une discussion sur la route, puis on rejoignait un peu le millième de cette réflexion-là. On n'en est pas allé jusqu'au bout de ça, mais quand même, ça rejoignait un peu ça. Puis ce qu'on se disait, par contre, c'est qu'on est submergé de données présentement dans nos villes. D'un autre côté, on ne nous donne pas les moyens, les ressources pour exploiter cette donnée-là. On en connaît le potentiel, on en connaît d'une certaine façon, on a une vision du futur avec ces données-là, mais dans les conjonctures économiques qu'on connaît aujourd'hui, au niveau des municipalités, au niveau des gouvernements, on ne donne pas les moyens, alors qu'effectivement, on aurait une plus-value avec ces données-là, au niveau des applications, effectivement, au niveau social. C'est ce qu'on trouve dommage. On vient un peu comme désabusé parce qu'on a une mine d'or d'informations, mais on n'a pas les moyens pour l'exploiter.
c'est effectivement un problème. Si on regarde comment se fait la percée, c'est par des compagnies qui ont décidé d'investir énormément, même parfois sans trop savoir ce que ça donnerait. Quand ils ont développé Google Maps, ils ne savaient pas trop, il y avait une idée, mais c'était quand même un risque. Comme d'autres projets que Google a fait, qui n'ont jamais abouti. Celui-là a abouti, puis il était super intéressant et largement utilisé. Il y a eu aussi des applications faites par des individus le soir, les fins de semaine. Ils travaillaient 80 heures par semaine pour développer une application à laquelle ils croyaient. Puis là, ils vendent ça 99 cents sur la App Store ou le Google Store. Puis ils sont devenus riches avec ça, mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait d'argent. Il y a un risque associé avec ça. Mais c'est ces gens-là et ces organisations-là qui ont réussi à percer. Autrement dit, ils y croyaient puis ils l'ont fait avec le risque qui s'encourt. On peut peut-être difficilement se le permettre dans le milieu municipal. Mais n'empêche que c'est avec quelques exemples qu'on arrive. Je veux dire, les décideurs ne sont pas typiquement des gens qui connaissent notre domaine du tout. Okay? Ils n'ont pas trop d'idées. Ben, c'est facile, les données numériques, je vais aller prendre Google, tout est là. D'ailleurs, c'est une des raisons que j'ai participé à quelques comités au niveau du gouvernement fédéral. Il arrive un nouveau sous-ministre, il arrive un nouveau ministre, mais pourquoi je continuerai à investir dans la production de données? Je les ai gratuitement sur Google. Là, il faut que tu leur expliques d'où ça vient, puis c'est quoi les limites de ça, etc. Il y en a plusieurs. Puis souvent, ils ne savent même pas qu'il y a eu beaucoup de données de Google qui proviennent déjà du gouvernement canadien. Alors, bon. Mais c'est sûr qu'il faut vendre notre salade et quand les décideurs changent, on recommence avec notre baluchon, on réexpliquer notre utilité, tout ça, parce qu'on n'est pas en front-end, on est des facilitateurs. Donc, on ne paraît pas dans le décor final. C'est effectivement difficile. Mais c'est ça. Quand les gens arrivent avec une petite application, des fois qui est simple, qui ne coûte pas nécessairement très cher à développer, mais que la personne peut s'en servir juste pour suivre son circuit d'autobus ou des choses comme ça, bien ça se vend bien. Mais c'est effectivement, ça a toujours été difficile. Ça continue de l'être. On a des gens dans le public qui développent des applications qui facilitent notre travail. Mais le décideur ne le voit même pas. Quand il voit quelqu'un qui dit « Hey, il y a telle petite compagnie ou une personne qui a développé telle application, c'est extraordinaire. » Et il faut qu'il réalise que cette application-là ne sera pas possible si elle ne va pas utiliser des données de notre département avec les données d'un autre département, du provincial peut-être. Ça demande difficile. Nicolas Delfond, Anagraphe, merci encore pour la présentation. Très apprécié. Pour rebondir un peu là-dessus, j'aimerais avoir votre opinion sur l'avenir du terme géomatique dans l'étude canadienne sur la conjoncture. On parle beaucoup de technologie d'information géospatiale. Le terme géomatique apparaît presque quasiment jamais dans le document. Puis à la fin de la chaîne de valeur, on parle des produits pour le grand public, puis on parle des services de localisation. Est-ce que, et puis comme vous venez de le démontrer, est-ce que le géomaticien ne devient pas une branche des TI plutôt que d'avoir sa propre discipline qui est la géomatique? Ce qui est intéressant, c'est de regarder le débat qui a eu lieu au niveau du fédéral. Je faisais partie des membres du comité de la table ronde sur la géomatique. Et ça vient du milieu anglophone beaucoup parce que linguistiquement parlant, géomatique, ça ne fait pas partie de leurs racines. Ils n'ont jamais adopté non plus le terme informatique en anglais. C'est très rare que tu sois un Department of Informatics dans une université. Hein? C'est encore computing science, la science du calcul. C'est encore plus archaïque comme terme, ça ne traite même pas l'information, c'est juste les chiffres. C'est ainsi. Le terme géospatial est apparu, principalement, c'était la défense américaine, pour justifier leurs travaux, pour avoir de l'argent là-dedans, qui sont mis à parler d'intelligence géospatiale, alors qu'auparavant, il y avait une section de mapping. Okay? Et c'était plus difficile à financer. Alors que quand ils ont commencé à parler d'intelligence géospatiale, puis là, après ça, ce qui vient des États-Unis, ils vont faire boule de neige un peu partout après. Donc, ça fait des remises en question. Okay? Le terme géospatial, vu que ce qu'on lit, c'est beaucoup de la littérature anglophone, beaucoup du domaine appliqué plus que du domaine scientifique ou universitaire. Donc, ça influence énormément notre vocabulaire. Donc, la communauté anglophone, il y en a plusieurs qui se sentent plus ou moins à l'aise avec ça. D'un autre côté, dans la communauté francophone, dans la communauté hispanophone, c'est beaucoup mieux intégré, ça vient de nos racines, ça s'explique bien le terme géomatique, okay, linguistiquement parlant, d'où ça vient et ce que ça veut dire. Donc, le débat est beaucoup moindre dans la communauté francophone, mais on est évidemment beaucoup influencé par le monde anglophone, le monde américain en particulier. Deuxièmement, en ce qui concerne le domaine,
Oui, on fait partie des technologies de l'information. On est une branche de, à mon avis, on est les technologies de l'information géospatiale. OK? Comme l'informaticien et comme bien d'autres gens. Mais ce n'est pas tout le monde qui est en technologie de l'information géospatiale qui est informaticien. C'est une petite minorité. La grande majorité ont des formations autres. Il y a beaucoup d'intervenants en géomatique, comme en informatique, c'est très bien. Tu sais, dans les TI, c'est pas tout le monde qui a une formation de géomaticien au départ, mais c'est énormément de monde qui a là-dedans. J'utilise les mathématiques. Est-ce que ça fait de moi un informaticien? Pas nécessairement, mais je travaille avec ça. J'utilise l'informatique à tous les jours. J'ai co-dirigé des étudiants qui ont fait leur doctorat en informatique. Je me dis même pas informaticien. Je n'ai pas un diplôme là-dedans, mais je pourrais le prétendre si je voulais. Ce n'est pas un titre réservé. Donc, c'est comme ça. Donc, puis en termes de métier, ce qui arrive, c'est que la géomatique n'est pas que de l'ATI. Il y a tout ce qu'il y a derrière. Pour en arriver à une géomatique socialement responsable, on est obligé de comprendre les processus d'acquisition et de traitement des données qui sont derrière. C'est 80% peut-être du travail. Donc, personnellement, c'est une petite fraction des gens dans la communauté géomatique qui ont besoin d'une formation solide en géomatique. Mais ces gens-là sont absolument nécessaires pour arriver à ça. Et c'est là que moi, je vois une grande partie de leur avenir. Parce que ça implique des notions non seulement technologiques et scientifiques, mais ça implique aussi des notions de droit, des codes de déontologie, comment fonctionnent les autres professionnels, et ainsi de suite. Donc, moi, je vois beaucoup d'avenir très, très positif. D'autres questions pour S'il y a du temps juste pour suivre ce débat-là sur géomatique, est-ce que tu ne penses pas que le terme géomatique, tu l'as positionné? Tu as positionné l'apparition du terme et de tout ce qui a suivi au moment où on sortait de l'ère de l'ordinateur pour entrer dans l'ère du logiciel. Et moi, je pense que géomatique décrit clairement cet état des lieux-là, mais décrit beaucoup moins bien là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que géomatique, pour décrire l'ère de la donnée, si je suis ton raisonnement, me semble moins pertinent même que géospatial. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont fait ce débat en anglais, parce qu'il n'y avait personne du Québec impliqué, ou de francophones, c'était les points qu'amenaient justement les gens. La solution qu'ils ont trouvée, c'est que de toutes les propositions, celle qui était la moins pire, c'était géomatique. Okay? Ils n'ont pas trouvé aucune solution qui était mieux que ça. Bien, merci beaucoup du commentaire. Merci beaucoup pour